Aujourd'hui, je reçois Marc Sansen, qui est un expert en IA. Il est diplômé de Polytechnique et de l'ENS, puis est passé par plusieurs belles boîtes comme Tesla ou Hawkin, la licorne française spécialisée dans l'IA et la santé, avant de monter un cabinet de conseil spécialisé en IA, Scopeo, et plus récemment AI Taylor, un logiciel spécialisé dans l'IA sur mesure. En parallèle, il a lancé le podcast Data Driven 101, dans lequel il a échangé avec bientôt une centaine d'experts data et IA. Donc il est également bien au fait des tendances du marché. Et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode sur les 4 tendances Gen AI de 2025 avec Marc. Hello Marc, ça va? Salut Robin, merci de l'invitation et merci de cette intro. Grosse news, DataGen a lancé un bootcamp en Analytics Engineering en collaboration avec DataBird. Le besoin en Analytics Engineering a explosé. J'observe cette tendance au quotidien dans mes échanges avec les leaders data. On a décidé avec DataBird d'unir nos forces pour créer le premier bootcamp spécialisé sur le sujet. Le bootcamp est à destination de profils déjà data analyst ou scientist, sera à temps partiel pendant 6 semaines et finançable via CPF. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, 2 options. Je vous mets le lien pour découvrir le programme détaillé en description. Sinon, vous pouvez écouter l'épisode 151 qu'on a enregistré avec le cofondateur de DataBird, dans lequel on explique plus en détail la tendance de l'analytics engineering et le programme du bootcamp. Je suis ravi de te recevoir sur le podcast et je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet sur la première tendance dont on voulait parler, que j'ai intitulée LLM spécialisé versus LLM spécialiste. Tout le monde avait l'air à un moment d'annoncer que la prochaine tendance autour des LLM et des IA génératives, c'était que les entreprises allaient se diriger vers des LLM spécialisés. Donc je prends notamment l'exemple de Snowflake que j'ai reçu récemment dans l'épisode 171 pour ceux que ça intéresse, où on parlait notamment de leur stratégie IA et notamment pour des raisons de coût et d'empreinte environnementale, le marché allait se diriger vers de plus en plus d'usage de LLM spécialisés. Donc première question déjà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, c'est ce que tu observes? Est-ce que c'est plus un positionnement marketing? Les gros modèles, on parle de 670 ou 671 pour le gros modèle DeepSeek qui est sorti récemment, qui a fait beaucoup de bruit, milliards de paramètres. Et là, GPT 4.5, il y a des rumeurs, parce qu'il n'y a pas de communication officielle, mais il y a des rumeurs que ce serait autour de 2 trilliards de paramètres. Globalement, il faut se dire que la consommation énergétique, le nombre de calculs, la latence, le coût, toutes ces choses-là sont proportionnelles au nombre de paramètres, plus ou moins, hein. Le but de spécialiser, ça serait repartir d'une première base qui est le modèle Phi de Microsoft à 2-3 milliards de paramètres, ou Llama, Mistral, les petits de 7-8 milliards de paramètres, ou DeepSeek qui est une toute petite version également. Disons que c'est plus facile de fine-tuner un petit modèle. Et donc du coup, voilà, on a quelques milliards d'un côté, 2 trilliards de l'autre. L'enjeu, il y a un facteur 1000 quand même, environnemental, en coût, en latence, en taille de la machine pour le faire tourner. Donc c'est ça l'enjeu de base pour laquelle on dit ça serait bien si on pouvait utiliser des petits modèles. Maintenant, est-ce que un modèle spécialisé va faire mieux? Est-ce que dans la pratique, c'est quelque chose de réaliste? Je pense que oui, tous les essais de type recherche qui ont été faits, où on emmagasine de la donnée très qualitative qui a été faite en utilisant des gros modèles, donc des données input et output du modèle, et on réentraîne des petits modèles sur ces données-là, ce qu'on appelle distillation. Donc on va utiliser l'intelligence d'un gros modèle pour créer un dataset et entraîner le petit modèle dessus. Ça permet effectivement, si on choisit un sujet spécialisé, on prend beaucoup de données, on réentraîne, ça permet d'avoir des performances assez fortes. Mais en pratique, ça se voit assez peu. Et là, je peux donner que des hypothèses de raison. Je pense que la première, c'est que ce serait très dur de déjà avoir juste un dataset d'input, même sans aller jusqu'à récupérer l'input, output et faire le réentraînement. Je pense que c'est pas facile de se dire c'est quoi en fait mon format. Et même l'output, à partir du moment où tu changes un petit peu le prompt, tu changes aussi le format de l'output. Donc ça veut dire que ça demande beaucoup de stabilité. Ça veut dire qu'on est déjà installé dans ce qu'on fait depuis un moment et on le touche plus tellement. Sauf qu'en Et fait, tu toutes les reviens semaines, presque à des contraintes un peu de ML traditionnelles, quoi. C'est hybride, mais tu retrouves une partie des contraintes où il faut faire ouais, de complètement, l'entraînement, il faut avoir un complètement. dataset, donc Ouais, il faut des et t'es pas prêt. pipelines, il faut de Ouais. l'engineering, etc.
Ouais, alors pas forcément des pipelines automatiques, tu vois? Mais tu pourrais juste te dire: «Ben, je prends, les 6 derniers mois de données, ça a pas bougé, on fait pas de nouveaux features où on change le prompt et cetera et on entraîne là-dessus». Mais en pratique, le prompt est tout le temps en train de changer, la pipeline évolue et cetera. Donc je pense que c'est dur de récolter la l'ananas. Pour moi, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi qu'il y a des nouveaux modèles toutes les semaines. Ben, si tu utilises celui, qui est sorti il y a 6 mois, tu as un manque à gagner par rapport à utiliser celui qui vient de sortir et donc Ah, je tu retrouves pense une forme de lock-in avec le modèle si tu l'entraînes? oui, bah, ce sera jamais aussi simple que juste changer le modèle de base et réentraîner, quoi. Il va falloir sûrement se rendre compte, malgré des avancées d'un modèle, quelles ont été les régressions qui vont avec, éventuellement les changements de style. Peut-être qu'avec le nouveau modèle, il fallait pas entraîner aussi longtemps. Je précise que lock-in, ce que j'entends, parce qu'en ce moment, je me prends pas mal de commentaires sur le fait qu'on utilise beaucoup d'anglicismes sur le podcast. Ça veut dire de se retrouver un peu bloqué dans une situation et voilà, et d'avoir du mal à changer de modèle. Pour préciser, tout à l'heure, tu disais effectivement en pratique, tu le vois pas beaucoup. C'est-à-dire que toi, ce que tu observes de tes échanges avec des entreprises, et cetera, c'est que dans les faits, aujourd'hui, la majorité des boîtes, elles utilisent encore des modèles généralistes, quoi, dont les plus connus, les OpenAI, les Gemini, et cetera. Ouais, 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 les exceptions à ça vont être, les domaines comme la santé et la défense. En gros, où, là, on a, vraiment des contraintes assez fortes sur, le fait que les données ne doivent pas sortir, donc il faut utiliser des modèles à soi et quand on est en train d'utiliser des modèles, pour nous-mêmes, on essaye de combler, ben, le gap de performance, Par entre l'entraînement, de la l'open source, ouais. spécialisation. Je propose qu'on passe sur la deuxième tendance, c'est chatbot versus agent. Pendant un moment, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, on est vraiment sur l'adoption des LLM. Donc on se crée son chat GPT interne, on a une interface de conversationnelle, et puis même dans les use cases plus produits qu'adoptent les entreprises, c'est bah tiens, je veux que dans mon chatbot client, j'ai aussi un LLM qui réponde automatiquement, voilà, des choses comme ça. Ça, c'est ce que je résume sous chatbot. Et maintenant émergent ce qu'on appelle les agents. Et donc là, les agents, ça va un peu plus loin. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur le site, dans le chatbot, en train de parler à une interface conversationnelle qui va nous répondre. Par exemple, si je reprends l'exemple d'où on est sur un site internet dans un chatbot, c'est que via le chatbot, là, on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir rajouter quelque chose au panier, passer une commande, vraiment opérer des actions qui, pour parler un peu technique, mais vont faire des appels API à des services. Et donc, tout de suite, on monte quand même en complexité. Et donc, depuis, je trouve, quelques semaines, peut-être quelques mois, et ben, c'est un peu les agents qui font le buzz et on dit les LLM, c'était que la première step. En fait, la vraie révolution, c'est les agents. Est-ce que toi, tu as des insights là-dessus? Est-ce que vraiment, il y a déjà des cas d'usage qui avancent sur ce sujet? Donc plutôt sur l'attraction. Et après, on parlera peut-être plus de l'axe aussi faisabilité et un peu de voilà, l'univers des possibles autour de ça. Déjà, tu vois, qu'est-ce que c'est un agent? Globalement, on parle d'agent en général quand on a un software, une opération qui va faire appel à un LLM pour déterminer ses prochaines actions. C'est-à-dire que le code n'est même pas écrit, c'est, le LLM qui va déterminer la prochaine action. Alors, il faut le contraindre énormément, il faut lui dire: «Voilà les outils que, tu as à ta disposition». Et finalement, quand, sur, n'importe quel outil comme ChatGPT, intégré, où il se passe plein de choses sous le capot sans qu'on les voit, il y a une recherche qui est faite. Bah, il y a fort à parier que sous le capot, en fait, ce soit ni plus ni moins qu'un agent qui dit: «Ma première action, c'est d'aller chercher sur internet tel terme de recherche, regarder les pages» et ça revient chez lui. Ensuite, il réfléchit et il refait une deuxième action jusqu'à ce qu'il soit prêt à répondre. En fait, cette étape-là de, je réfléchis, je prends une décision, j'exécute, ça c'est du code déterministe, je récupère la réponse et je me repose la question avec le même prompt depuis le début et le résultat de mon premier appel. Et maintenant, la nouvelle réponse est quelle est la prochaine action? Ça, globalement, c'est un agent ou, si on veut utiliser un terme un peu plus technique, le function calling. Le fait de dire, OK, il n'y a pas que de la création de texte, il y a aussi de l'appel à des outils. Ça ouvre des opportunités assez énormes. On a parlé de la recherche sur internet, mais ça peut être aussi, juste aller taper sur une API pour poser une question. Donc, typiquement, je pense, le cas d'usage, le plus gros dans l'automatisation de support client. On peut être amené à se demander: «OK, le client qui est en face de moi, c'est quoi sa commande? C'est quoi son numéro? C'est quoi, sa date de livraison?» Voilà, j'ai besoin d'informations sur lui et ça, c'est dans mon back-end ou c'est dans, tel autre outil que j'utilise et c'est accessible via API. Donc, on peut, être amené à, ce que l'agent qui vient répondre au support client fasse des appels API de façon autonome sur le back-end pour avoir des informations dont il a besoin.
mais ça a des limitations aussi. C'est-à-dire que si une API est complexe, il y a fort à parier que tu puisses pas, de façon très simple, en un seul appel, obtenir ta réponse. Je prends un exemple un peu Toy Project qu'on avait essayé avec une API de football, où on pose des questions aussi simples que combien de buts a été marqué par le PSG contre Marseille l'an dernier, voilà, juste ça. Et ben en fait, pour obtenir cette réponse via un call API sur l'API football, il fallait d'abord récupérer la liste des équipes, récupérer les ID, récupérer la liste des matchs, aller regarder dans les matchs les statistiques et agréger. En fait, il y avait pas mal d'appels différents à faire. Et donc, si on veut ajouter juste cette fonctionnalité, par exemple, de pouvoir répondre à des questions sur la saison de football l'année dernière, en fait, on ajoute plein de endpoints différents et donc plein d'outils différents. Et le LLM va être très vite saturé par cette information. Donc, on va être obligé finalement de faire un agent juste dédié à cette API, juste dédié à faire autant d'appels nécessaires pour avoir ta réponse. Et là, en plus, on est encore sur récupérer de l'information. Donc effectivement, on n'est même pas sur des actions, qui vont être plus complexes, vraiment d'automatisation, du style shooter un mail en automatique ou, passer une commande sur Amazon, des choses, tu vois, du quotidien qui pourraient demain aussi, arriver. Mais en fait, ça, c'est un peu le même niveau de complexité? La différence, ça va être juste, API ou interface graphique. En fait, quand tu dis envoyer un mail, a priori, ça peut se faire via API, donc ça peut être une action déclenchée par un appel API. Tu as parlé, un peu de naviguer, aller acheter sur Amazon et cetera. Tu as effectivement, H qui avait commencé à sortir une preview de son produit, et puis, Operator de OpenAI qui est sorti. Je crois que Google a un concurrent pour ça. Pour le moment, c'est des outils assez lents, mais l'idée, c'est de dire: si les API sont mal faites et nous obligent à faire 15 appels, si les API sont fermées parce qu'en fait, c'est une forme de protection, certains sites web, de ne pas ouvrir, trop, aux autres applicatifs et cetera. Il y a une façon un peu imparable de faire, c'est de passer par l'interface utilisateur et donc de faire des algos de vision sur ta page web et de dire, «OK, maintenant, c'est où que tu cliques, c'est où que tu écris» et donc de vraiment prendre les opérations en partant de, la page web et déterminer de proche en proche les prochaines actions pour arriver à une fin, quoi. Le robot irait cliquer à ta place, quoi? Ouais, exactement, ça clique à ta place, ouais, c'est ça. Opérateur, c'est ça. Opérateur, ça clique à ta place. H, c'est ce qu'ils veulent faire. Et donc là, effectivement, tu passes, donc ça passe les captchas, ça passe tout ça et puis, tu as vraiment un robot qui opère à ta place. Et du coup, il y a 2 grandes trajectoires, quoi. Soit en fait, ça lance un chantier monumental où il va y avoir une refonte des API pour mieux s'intégrer, pour justement, qu'on arrive à cette vision, du monde de demain où en fait, tu pourras tout faire depuis ton chatbot, tu iras même plus sur les apps en fait, toutes tes commandes, tout ce que tu fais au quotidien passera par là. Ou en fait, c'est toute une nouvelle voie, qui s'ouvre, peut-être qui va permettre d'aller beaucoup plus vite et qui pourrait devenir un nouveau standard, de passer plus par l'interface, quoi. Ouais et puis quelque part, qui veut, quoi, qui défend quoi dans cette histoire? Il y a des gens qui vont vouloir, ouvrir leur API et se rendre, ultra accessibles de toutes les apps d'IA au monde parce que ça leur apporte du business et puis il y en a qui vont, protéger un maximum le fait que c'est chez eux qu'est stockée la donnée et du coup, on n'a pas envie de l'exposer ailleurs, on n'a pas envie de perdre des utilisateurs de l'applicatif qui financent la pub, qui financent d'autres choses. Eux vont vouloir, bloquer enfin, au moins mettre des bâtons dans les roues, même s'ils ouvrent des API à ce genre de système, ça va pousser plutôt le côté développement de l'interface utilisateur. Donc, c'est vrai que c'est difficile de faire des prédictions de ce qui va se passer, mais tu as un peu de branches avec des enjeux très, très différents. Mais c'est vrai que API, aujourd'hui, on peut le faire. Alors, si les API sont complexes, ça fait plein d'appels, donc plein de latence. Operators, aujourd'hui, c'est très lent, très, très lent. Ça clique à ta place, ça fait des trucs. La démo preview de H, ça allait acheter un pulvère sur Amazon. Ça peut faire toutes ces actions-là, mais aujourd'hui, c'est très lent. Ça passe par des algos de vision qui interprètent tous les moindres détails des pixels de ton écran, et cetera. C'est difficile de savoir quand est-ce que ce sera vraiment utilisable dans de l'applicatif, sans passer des heures à attendre, parce que c'est vrai que c'est un limitant. Maintenant, c'est vrai que pour certaines tâches, on n'a pas besoin d'immédiateté. On peut tout à fait imaginer que le truc tourne pendant toute la nuit. La troisième tendance dont on voulait parler, c'était après le proof of concept, l'industrialisation. Donc c'est un peu comme pour, l'aspect, on va dire, spécialisation, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup là, sur, le machine learning, la data de manière générale, hein, on avait aussi sur la data science, plus classique, en fait, on a fait plein de POC et au bout d'un moment, toutes les boîtes se sont dit: «Bon maintenant on arrête, faut industrialiser» et donc pareil pour la Gen AI, on pourrait parler de plein de sujets. Le premier c'est les LLM as a judge, qui semble être un des éléments de l'industrialisation, qui permettent d'aller chercher, de la performance, de monitorer et de voilà, de vraiment, se professionnaliser quand on est sur des projets Gen AI. Est-ce que peut-être déjà tu peux nous expliquer le concept pour commencer?
assez simple comme concept, créer une réponse avec un LLM dans un premier temps, et puis c'est encore un LLM qui va évaluer si cette réponse est correcte ou non. Tu lui donnes la question, la réponse et l'instruction d'évaluer à quel point la réponse a bien été répondue, quoi. Et alors forcément, il y a une complexité un peu plus forte, c'est que est-ce qu'on a bien répondu à la question? C'est une méta-question qui, en fait, contient plein de sous-questions. Toi, si je te demande aujourd'hui de me dire si tu penses que la réponse d'un LLM est correcte, en te montrant la question, la réponse et, comme on parle en général de RAG, les chunks de texte qui ont été utilisés pour répondre, hein, on va chercher de l'information et ensuite en petits morceaux, on la fournit au LLM pour répondre. Tu vas te poser plein de questions. Tu vas te poser la question, déjà, est-ce que la réponse répond à la question ou est-ce qu'elle tire à côté? Donc, première question. Deuxième question, ça va être, est-ce qu'elle s'appuie bien sur le texte fourni ou est-ce que ça a inventé? Tu vas peut-être te demander aussi, est-ce que la réponse à la question était la vraie réponse parce qu'elle était le texte fourni. Parce que si déjà ton texte fourni ne contient pas la réponse à la question, bon, bah, la bonne C'est pas de réponse, sa c'était de faute. dire je ne sais pas. Donc voilà, il y a plein de sous-questions. Et l'idée, c'est que si tu veux quelque chose d'efficace, le mieux, c'est de poser toutes les questions. Enfin, un LLM, plus tu décortiques son travail, mieux c'est. Et donc, si tu lui dis, voilà, toutes ces questions, c'est important que tu aies répondu non à aucune de ces questions. Tu peux lui demander de façon synthétique, voilà, est-ce qu'il est confiant, est-ce qu'il n'est pas confiant, quel score de confiance il peut mettre, etc. Quand j'en parle avec des invités sur le podcast, ce qui revient, c'est que c'est important pour finalement être capable de monitorer la performance au global des réponses. Parce qu'effectivement, sinon, tu navigues un peu à l'aveugle, quoi. Si tu as plein de réponses sous un format qualitatif, c'est-à-dire à chaque fois du texte différent, etc., c'est très difficile de tracer une courbe sur est-ce qu'il s'améliore ou est-ce qu'il s'améliore pas. En ayant un LLM as a judge qui va à chaque fois dire oui, non, la réponse est bonne, en fait, on peut revenir sur vraiment une métrique, un indicateur. Et ensuite, en suivant cet indicateur, tu es capable de monitorer finalement l'amélioration du LLM et de revenir à une méthode plus scientifique. C'est ça la raison principale aussi, que toi tu vois? Moi, je dirais que la raison principale, c'est de pouvoir shooter le mail automatiquement ou le faire revoir à un humain, tu vois? Genre le critère numéro 1 pour moi de l'utilisation de ça, c'est de dire: «Si tu passes le test, si on a un niveau de confiance qui est suffisant, et ben, on est dans l'automatisation à 100. Et donc là, on est plus que sur du gain de productivité, quoi. On est en train de réduire la masse de travail que les humains auront traité. Ah et là on revient du coup presque au sujet des agents d'avant. C'est-à-dire qu'en fait le LLM as Judge est un point clé sur la partie agent potentiellement aussi. Ouais, sur la partie automatisation, ouais, clairement. On peut repartir du service client qui est un cas vraiment très courant, mais il y a un message qui arrive, ça trigger la pipeline d'agents qui va se poser des questions, aller chercher des documents, tac, 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 faire une réponse. LLM as a judge dit: «Mon indice de confiance entre 0 et 10, c'est 8. Moi, j'ai regardé sur mon mois passé les indices de confiance et j'ai vu que tout ce qui était au-dessus de 7, c'était à 100 bon et en dessous de 7, on était moins sûr. Bon, bah, au-dessus de 7, tu shootes directement la réponse au client. En dessous de 7, tu sauvegardes un brouillon et tu dis à l'équipe technique de venir relire avant d'envoyer. La quatrième tendance dont je voulais qu'on parle, c'est la course à la performance, notamment avec le buzz qu'il y a eu autour de DeepSeek récemment. Et donc là, avec une performance qui est double, parce que c'est la capacité à faire un modèle qui est très très performant, très gros, etc. Mais tout en ayant une performance, une productivité, parce que c'est ça aussi qui faisait pas mal de bruit, c'est qu'ils utilisaient beaucoup moins de ressources au sens large. Pourquoi ça a fait le buzz? Comment toi tu lis ce sujet-là? Pourquoi ça a fait le buzz? Parce qu'ils sont arrivés en haut des benchmarks. Les différents benchmarks d'IA générative, on va dire qu'il y a les traditionnels qui s'appuient sur des données qui sont disponibles publiquement, donc on peut tricher techniquement. Donc ça reste des benchmarks sur lesquels on y va à tâtons. Mais il y a un benchmark qui est très connu et qui fait vraiment foi dans ce domaine-là, c'est celui qui a été mis en place par LM6, LM6 Arena. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un tournoi entre des LLM. Les gens qui vont sur LM6 Arena ont accès à un chatbot, ils posent leurs questions, on leur donne 2 réponses générées par des modèles, ils ne savent pas lesquelles c'est, et ils disent cette réponse est meilleure que celle-ci. Et sur la base de ces confrontations, qui sont des matchs sur lesquels un algorithme similaire à celui des échecs, là, Elo,
on va construire un classement. Et donc, ce classement Elo des LLM fait foi parce qu'on ne peut pas tricher dessus. Et DeepSeek est arrivé donc deuxième sur ce classement quand il est sorti, sachant qu'il n'y avait pas de modèle open source avant la 20e place. Et en plus de ça, il se positionne sur les modèles qui réfléchissent. Donc, où OpenAI avait un peu pris le monopole, caché les réflexions, ne donnait que la réponse finale. Voilà, eux, tout est visible, on voit tout. Donc, ce modèle-là vient vraiment donner un coup de pied dans la fourmilière, en mode non, vous n'êtes pas les seuls à faire des modèles qui réfléchissent. Ils le font avec des ressources qui sont beaucoup plus faibles que OpenAI, et sans doute en ayant exploité un peu plus une astuce de reinforcement learning. Alors là, moi, ça c'est la partie où de toute façon ça dépasse mes compétences de savoir que la raison pour laquelle c'est mieux, c'est moins bien, et cetera. Mais en pratique, ils arrivent donc dans ce classement et personne n'en a jamais entendu parler avant. Ils sont vraiment entrés à la 2e place, derrière un modèle extrêmement cher d'OpenAI. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que ça implique. Tu vois, je pense qu'il y avait déjà pas mal de monde qui commençait à dire, bah, en fait, on se rend compte que les modèles vont devenir une commodité, ça augmente super vite. Là, ça va encore plus loin. C'est bon, bah, open source, performance énorme, aussi bien, comme tu dis, sur des modèles qui réfléchissent, et en plus avec des ressources limitées à l'entrée. L'avantage compétitif, finalement, à être capable de créer ces modèles, peut-être, va se réduire et se réduire et se réduire. Est-ce que toi, du coup, tu es d'accord avec ça? Dans cette ère de commoditisation des modèles, effectivement, DeepSeek montre que un modèle open source est deuxième, ce qui n'était pas arrivé depuis très, très longtemps. Et donc quelque part, moi, il y a un deuxième signal que je trouve intéressant dans les semaines passées, c'est la sortie de GPT 4.5 qui a fait un flop, où ceux qui communiquent dessus disent voilà, rien d'intéressant, rien de bien violent. On a un modèle qui est beaucoup plus gros que tous les autres et il semblerait qu'il soit à peine meilleur. Donc peut-être, je dis bien peut-être, qu'on est en train d'arriver à une sorte de plateau. Les modèles open source rattrapent le propriétaire n'arrive plus vraiment à aller plus loin. Et si on arrive à un plateau, peut-être que ça va changer beaucoup de choses, et à commencer par ce que tu disais au tout début, notre première question sur la spécialisation. C'est-à-dire que si les modèles sont plus meilleurs de semaine en semaine, construire sur un modèle pour les 3 prochaines années, peut-être que ça va devenir intéressant, quoi. Peut-être que je n'aurai pas besoin de changer mon modèle de base pour les 3 prochaines années si je le spécialise maintenant, quoi. Donc ça, je pense que ça va nous emmener dans une nouvelle ère, si le plateau se confirme, encore une fois. Écoute, pour conclure, est-ce que tu as une petite recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Ouais, alors moi j'aime beaucoup les posts LinkedIn de Peter Godtsev, qui est Head of AI chez Moonpig. Ça fait un petit moment que je le suis et je trouve que tout ce qu'il dit est très, très intéressant. Il est britannique, il poste en anglais, mais c'est un mec qui essaye tout ce qui sort très vite et a un point de vue très pertinent sur tout ça. Bah écoute, je mettrai ça en description. Merci beaucoup, Marc, en tout cas, d'être venu sur le podcast pour m'éclairer un peu sur ces 4 tendances. Merci à toi. Bah, dites-nous ce que vous avez pensé dans l'audience de cet épisode. Mettez-nous un petit commentaire constructif pour nous dire ce que vous en avez pensé, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes. Profitez-en pour vous abonner. Venez aussi commenter les posts LinkedIn qu'on fera avec Marc pour diffuser l'épisode. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Marc. Merci à toi. On a créé un dossier dans lequel on a listé les 100 ressources préférées des leaders et experts data invités sur le podcast. Dans chaque épisode, je demande aux invités quelles sont leurs ressources préférées. On les a centralisées dans ce dossier. Pour le recevoir, il suffit de s'inscrire à la newsletter. Je vous mets le lien en description.